Tu sais ce moment, quand tout continue autour de toi, mais que dedans quelque chose ne suit plus. Tu bouges, tu parles, tu réponds, et pourtant, il y a comme un décalage, un léger retard entre toi et ce que tu fais. Ce n'est pas une douleur franche, pas une peur non plus. Juste une tension qui ne dit pas son nom. Tu la portes depuis un moment déjà. Elle s'est glissée dans tes gestes, dans tes silences, dans ta façon de tenir debout sans t'appuyer. Parfois, tu sens que tout pourrait se relâcher, pas s'effondrer, juste se déposer. Mais quelque chose en toi reste droit, pas fort, juste contracté, comme si lâcher te faisait peur, non pas pour ce qui viendrait après, mais pour ce que tu sentirais pendant. Alors tu continues, tu fais ce qu'il faut, tu avances sans vraiment avancer. Et dans ce mouvement-là, il y a une fatigue particulière, pas celle du corps, celle de tenir ce qui n'a plus besoin d'être tenu. Parfois, tout devient très calme, presque trop calme. Et dans ce calme, tu sens que si tu cessais une seule seconde de te retenir, quelque chose en toi se remettrait à respirer. Pas plus fort, pas autrement, juste librement. Et ce moment, tu le connais déjà. Il est là, depuis longtemps. Bienvenue dans The Deep Dive. Aujourd'hui, on va faire les choses un peu différemment. D'habitude, on se plonge dans des articles, des études, pas mal de documents. Mais là, la personne qui nous écoute nous a envoyé une seule chose. Un texte, très court, hein, c'est presque une note perso, mais d'une densité qui nous a tout de suite interpellés. Du coup, notre mission, ça va être de décompresser un peu ce texte, de voir comment ces idées, elles résonnent avec des concepts plus larges, comme l'inertie psychologique ou même l'épuisement, quoi. Le texte commence vraiment sans préambule, genre il nous attrape au milieu d'une pensée. Je cite « Tu sais ce moment, quand tout continue autour de toi, mais que dedans, quelque chose ne suit plus. » C'est une ouverture qui met tout de suite le doigt sur quelque chose d'universel. Et ce qui est remarquable, je trouve, c'est que le texte, il va pas nous raconter une histoire. Il pose pas un drame. Il cartographie un état. Un état qu'on pourrait appeler l'état de seuil. Le seuil, oui. Voilà. C'est l'exploration de cet entre-deux, de cet espace presque, imperceptible entre ce qu'on fait et ce qu'on ressent, entre une tension qu'on maintient coûte que coûte et un relâchement qui semble, juste là, à portée de main. Mais qu'on ne saisit jamais. Jamais. C'est la photo d'un instant qui s'éternise. Oui, et la première chose que le texte décrit, c'est justement ça, ce sentiment de décalage, l'idée que la vie continue, on est dans le mouvement, mais on n'y est pas vraiment. La phrase exacte, c'est « un léger retard entre toi et ce que tu fais ». C'est d'une précision folle. C'est ça, on bouge, on parle, on répond. Mais c'est comme si le corps était en pilote automatique, et que notre conscience, notre vrai moi, était quelques pas derrière. Désynchronisé. Mais on a tous connu ça, non? Ah ouais? Pendant une réunion qui s'éternise ou un dîner de famille, on est là sans être là. Absolument. Cette désynchronisation, elle est centrale. Mais là où le texte devient vraiment subtil, c'est dans sa qualification de cet état. Il insiste bien, ce n'est pas une douleur franche, pas une peur non plus. Et ça, c'est fondamental. Oui, parce que si c'était une douleur aiguë ou une crise de panique, on saurait quoi faire. On chercherait un remède, on appellerait à l'aide. Mais là, c'est diffus, insidieux. Le texte utilise une expression géniale. Laquelle? Une tension qui ne dit pas son nom. Ah, Le fait qu'elle n'ait pas de nom la rend presque impossible à affronter. Comment on combat un ennemi qu'on peut même pas nommer? c'est une tension qui finit par faire partie du décor intérieur. On s'y habitue, quoi. Exactement. Le texte le dit très bien. Hein. Elle s'est glissée dans tes gestes, dans tes silences, dans ta façon de tenir debout sans t'appuyer. Cette dernière image, elle est puissante. Tenir debout sans s'appuyer. À première vue, ça sonne comme de la force, de l'autonomie. Mais dans ce contexte, ça évoque plutôt une forme de rigidité. C'est ça. Une posture qui n'admet aucune aide, aucun soutien. On se fait passer pour solide, alors qu'en fait, on est juste raide. C'est exactement ça. La tension n'est pas subie passivement, elle est activement maintenue. C'est une posture, c'est un choix qu'on renouvelle à chaque instant, même inconsciemment. Quand le texte parle des gestes, on peut imaginer un manque de fluidité, une certaine raideur dans les épaules, tu vois? Oui, je vois. Et pour les silences, c'est pas des silences paisibles, c'est des silences chargés, pleins de tout ce qui n'est pas dit. C'est devenu le bruit de fond de l'existence. Voilà. On essaye même plus de s'en débarrasser, on a juste appris à
à fonctionner par-dessus. D'accord, ok. Je vois très bien la description de l'état, là. Mais il y a un truc qui me chiffonne, c'est la logique derrière tout ça. Si c'est si inconfortable, si ça crée ce décalage constant, pourquoi on s'inflige ça? Pourquoi est-ce qu'on resterait volontairement dans cette contraction? Qu'est-ce que le texte nous dit là-dessus? C'est la question à $1 million. Et le texte y répond de manière assez contre-intuitive. Il évoque ces moments de lucidité où l'on sent que tout pourrait se relâcher. Il dit « pas s'effondrer, juste se déposer ». La nuance est belle. C'est une belle nuance. C'est pas la catastrophe, c'est juste un apaisement. Mais juste après, il ajoute « mais quelque chose en toi reste droit ». Pas fort, juste contracté. Ah! La distinction entre fort et contracté, pour moi, c'est le cœur du problème. Ok. La force, c'est flexible, c'est vivant. La contraction, c'est une armure. C'est rigide. Pas fort, juste contracté. J'aime beaucoup cette nuance. Oui, ça dégonfle un peu l'idée de la résistance héroïque. Complètement. C'est pas tenir bon face à l'adversité, c'est juste une crispation. Une sorte de résistance passive. Mais ça répond toujours pas à la question « pourquoi ? Pourquoi on maintient cette armure ?» On y vient. Le texte avance une explication psychologique d'une finesse redoutable. Écoute bien cette phrase. Comme si lâcher te faisait peur, non pas pour ce qui viendrait après, mais pour ce que tu sentirais pendant. Waouh! Attends. Ça, c'est vertigineux. La peur, c'est pas l'inconnu, c'est pas le vide, c'est pas ce qui se passerait après avoir lâché. Non. La peur, c'est la sensation même du relâchement. C'est la peur de la vulnérabilité qu'on ressentirait à l'instant T, au moment précis où les défenses tombent. C'est dingue comme idée. C'est une idée très profonde, qui change toute la perspective. On pense souvent que la peur du changement est liée à l'incertitude du futur. Si je quitte ce job, qu'est-ce que je vais devenir? Ce genre de choses. Exactement. Ici, le texte nous dit que le vrai obstacle, c'est le processus. Lâcher prise, c'est accepter de sentir pleinement tout ce qui a été contenu, mis sous pression pendant des mois, des années. C'est peut-être sentir enfin l'immense fatigue qui s'est accumulée, la tristesse qu'on a mise côté, la colère qu'on a refoulée. Et cette perspective de ressentir cette vague d'un coup, C'est terrifiant. oui, C'est la peur de la transition elle-même, de cet instant fragile où on n'est plus contracté mais pas encore tout à fait déposé. du coup, si je comprends bien, face à cette peur, la solution de repli, c'est le mouvement mécanique, le retour au pilote auto. C'est ça. C'est ce que le texte résume brutalement, hein. Alors tu continues, tu fais ce qu'il faut, tu avances sans vraiment avancer. C'est une fuite en avant sur place. On s'active, on remplit nos journées pour ne jamais avoir à faire face à ce moment de calme où l'on pourrait sentir ce qui se passe vraiment à l'intérieur. Avancer sans vraiment avancer, c'est la définition même de cet état de seuil. De l'extérieur, tout va bien, on est fonctionnel, on coche les cases. Mais à l'intérieur, À l'intérieur, c'est une stase déguisée en action. Rien ne bouge, rien ne se résout. Et cet effort constant pour maintenir l'armure, tout en simulant le mouvement, ça a un coût énergétique phénoménal. j'allais y venir, l'énergie que ça doit coûter de maintenir cette tension, en permanence. Le texte en parle, de cette fatigue. Oh que oui, c'est le troisième grand acte de cette pièce. Il la décrit comme une fatigue particulière. Et il précise bien, pas celle du corps, celle de tenir ce qui n'a plus besoin d'être tenu. Ce n'est pas la bonne fatigue. Non, pas celle qu'on ressent après une rando en montagne. C'est une fatigue de l'âme. Une lassitude existentielle qui vient de cet effort. Absurde. Tenir ce qui n'a plus besoin d'être tenu. Qu'est-ce que ça peut être, concrètement? Ça reste un peu abstrait? C'est la clé de tout. Ça peut être une multitude de choses. Ça peut être des postures de défense qu'on a adoptées dans une situation de crise passée et qu'on garde alors que le danger est parti depuis longtemps. Ah oui, je vois. C'est l'employé qui a été micromanagé et qui, même avec un nouveau chef bienveillant, continue de surjustifier chaque action. Par habitude? D'accord. Ça peut être des croyances limitantes. Je suis pas assez bonne pour ça, je dois tout contrôler pour que ça fonctionne. Ça peut être une vieille blessure d'ego qu'on continue de protéger. C'est comme... C'est comme continuer de tenir un parapluie grand ouvert sous un soleil radieux. Au début, c'est pas grand-chose, mais après des heures, des jours, des années, l'effort pour tenir ce parapluie inutile devient colossal. L'image du parapluie est parfaite. C'est ça, l'épuisement. C'est une énergie folle qui n'est pas utilisée pour construire ou avancer, mais juste pour
maintenir en place une vieille structure. Et je reviens à ma question tout à l'heure. Au-delà de la peur, est-ce qu'il n'y a pas aussi une forme d'identité, voire de fierté dans cette contraction? C'est un excellent point. L'idée que je suis quelqu'un qui tient bon, qui ne s'effondre pas même si. Même quand ce n'est plus nécessaire, bien sûr, cette contraction peut devenir une partie de notre identité. Je suis la personne fiable, le pilier de la famille, le manager qui gère tout. Et lâcher la contraction, Ce serait aussi renoncer à cette identité. Et ça aussi, ça fait peur. Qui suis-je si je ne suis plus la personne qui tient? c'est un deuil en fait. C'est un deuil à faire. Le parapluie ne nous protège plus de la pluie, mais il nous donne une contenance, un rôle. Le lâcher, c'est accepter d'être à ciel ouvert, sans accessoires pour nous définir. D'accord, donc on a ce décalage maintenu par une contraction qui est à la fois une protection contre des émotions difficiles et une béquille identitaire. C'est ça. Et tout ça mène à un épuisement profond. Ça a l'air d'une impasse totale. Est-ce que le texte suggère une porte de sortie ou c'est juste un constat un peu sombre? Non, et c'est là que le texte bascule. Le ton change, il devient plus posé, presque suspendu. Il décrit des moments de grâce paradoxale. Parfois, tout devient très calme, presque trop calme. Trop calme, c'est révélateur ça. Oui, ce n'est pas une paix sereine. C'est le calme qui s'installe quand toutes les distractions s'arrêtent. Le téléphone sonne plus, la to-do list est finie. Et soudain, on se retrouve seul face à soi-même. Et à cette fameuse tension? Exactement. Ce silence est inconfortable parce qu'il ne laisse plus aucune place à la fuite. Et c'est dans ce calme inconfortable que le seuil devient le plus tangible. C'est ça. La possibilité de changer n'est plus une vague idée, mais une sensation presque physique. C'est ça. Et c'est là que le texte nous livre ce qui ressemble le plus à une promesse. Et dans ce calme, tu sens que si tu cessais une seule seconde de te retenir, quelque chose en toi se remettrait à respirer. C'est d'une simplicité, d'une puissance désarmante. Oui. La libération ne vient pas d'une action, mais de la cessation d'une action. Il ne s'agit pas de faire plus. Non, ni de méditer plus, ni de se battre plus. Il s'agit d'arrêter de faire quelque chose. Arrêter de se retenir. C'est une soustraction, pas une addition. Et j'imagine que la respiration ici, c'est la métaphore de la vie qui circule à nouveau. Oui, Ce qui est beau, c'est la précision qui suit. Pas plus fort, pas autrement. Juste, librement. Ça dédramatise complètement l'idée du lâcher-prise. tout à fait. Il ne s'agit pas d'une transformation spectaculaire où l'on devient une nouvelle personne. C'est juste redevenir soi-même, dans sa version la plus naturelle. C'est ça. La liberté, c'est pas un état à atteindre, c'est juste l'absence d'entrave. On ne cherche pas une respiration de super-héros. Non, on cherche juste notre propre respiration, celle qu'on avait avant de commencer à la contraindre. Et le plus fou, c'est que cette libération, elle n'est pas présentée comme un objectif lointain, le résultat d'un long chemin. Le texte se conclut sur une note d'une familiarité troublante. Oui, les derniers mots sont à la fois doux et un peu déstabilisants. Et ce moment, tu le connais déjà. Il est là, depuis longtemps. Ça change tout. Le seuil, ce n'est pas une destination. C'est l'endroit où l'on se trouve en ce moment même. Cette tension, cette fatigue, ce ne sont pas des bugs, ce sont des fonctionnalités. Des indicateurs. Oui, ce sont les indicateurs qui nous disent qu'on est précisément sur le seuil. La porte déjà entr'ouverte. Voilà. La solution n'est ni dans le futur, ni à l'extérieur. Elle est dans la reconnaissance de l'état présent. Ce texte, il ne donne pas un mode d'emploi. Il offre une cartographie et une validation. Il dit « ce que tu ressens est réel, c'est pas juste dans ta tête. Ça a une forme, une logique interne. » Et pour quelqu'un qui se sent isolé dans cette expérience, cette reconnaissance, c'est peut-être plus précieux que n'importe quel conseil. Exactement. Si on résume le voyage, on part d'un sentiment de décalage, d'être à côté de sa propre vie. On comprend que ce décalage est le symptôme d'une contraction volontaire, une armure qu'on maintient par peur, non pas du futur, mais de la sensation même de se relâcher. C'est ça. On voit que cet effort constant pour tenir ce qui n'a plus besoin d'être tenu génère une fatigue existentielle. Et finalement, on réalise que la sortie, elle n'est pas à construire. Elle est déjà là, dans le simple fait de cesser de se retenir. Et que ce seuil, en fait, il nous est très familier. C'est une synthèse parfaite. Ce texte est une méditation sur notre résistance au changement intérieur. Il ne juge pas cette résistance, il lui donne une voix. Être sur le seuil, c'est pas un échec, c'est pas être bloqué, c'est être au point de bascule. Et le changement ne demande pas plus d'efforts, mais au contraire un désistement. C'est une invitation à considérer que la plus grande des actions est peut-être une non-action, celle d'arrêter de se crisper. Et ça nous laisse avec une dernière pensée.
Une question que le texte ne pose pas mais qu'il laisse flotter. Si ce moment de bascule est déjà là, si le seuil nous est familier et qu'on sent bien que la porte est ouverte, la vraie question n'est peut-être pas comment faire pour traverser, mais plutôt, sachant tout cela, qu'est-ce qui, en nous, choisit encore, à cet instant précis, de rester juste devant la porte?